Donc rebonjour à tous. Nous revoici pour une 7e partie de cette série de vidéos consacrée au service d'infrastructure d'Azure. Je suis toujours avec Stanislas. Rebonjour Stanislas. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Et dans cette 7e partie, il va être question de sécurité et de diverses solutions de sécurité concernant la sécurité dans Azure. Donc on est au 7e module de cette longue série de vidéos. On va parler de sécurité et on va commencer par un sujet qui est assez intéressant, qui est la gestion des secrets. Il y a un problème qui concerne tous les développeurs, c'est comment on gère les secrets qui concernent... C'est pas trop un problème qui concerne les développeurs parce qu'ils s'en foutent en fait. Donc souvent ils ont tendance un petit peu à synchroniser des secrets. On exagère un petit peu le trait bien entendu. C'est pas un problème facile. C'est pas un problème C'est pas facile. un problème facile. Si quelqu'un fait du code et dans son code met des choses qui sont secrètes, c'est-à-dire des chaînes de caractères, des mots de passe, des chaînes de connexion, des clés SSH, etc. Ça peut arriver que le développeur synchronise son travail sur un GitHub public et qu'il oublie de faire les gitignore pour les fichiers contenant des informations potentiellement sensibles. Et c'est ainsi que... Voilà, c'est ainsi qu'il y a des petits malins qui font des petites applications très bien faites d'ailleurs, comme celle-ci, Truffle Hog, c'est marrant, c'est un cochon à truffes, en gros, qui va fouiller un petit peu dans GitHub pour voir s'il n'y a pas des choses qui ressemblent à des secrets qui seraient restés dans des fichiers donc, publics. Et un exemple de résultat de cet outil est ici, où on voit un secret qui concerne l'accès à un compte AWS. C'est l'équivalent d'un SPN de Microsoft, mais côté AWS. Donc, potentiellement, ça veut dire que c'est comme des comptes de service qui ont pas mal de privilèges. Donc c'est un peu... c'est pas une très bonne idée en fait. Et pourtant, on s'aperçoit que le problème se généralise de plus en plus. Non pas que les développeurs veulent faire sont tous mauvais en sécurité, mais que sur la masse de développeurs, il y en a toujours quelques-uns qui font pas forcément très attention et du coup, en fait, synchronisent leurs secrets vers des sources qui sont publiques. Donc une solution possible et qu'on a proposée dans Azure, c'est un produit qui s'appelle Azure Key Vault et qui est en gros une solution de coffre-fort de clés, comme son nom l'indique, qui va permettre de protéger les secrets dont on va avoir besoin dans certaines circonstances automatiser une appli, un script qui a besoin de récupérer des mots de passe ou des clés pour aller faire des actions ou s'authentifier quelque part. Et bien, il va pouvoir aller rechercher ces secrets, ces clés, etc. dans le Azure Key Vault en se basant sur l'identité sous laquelle il s'exécute en fait. Et en fait, dans le principe, c'est que finalement, le développeur final ou l'IT final n'aura jamais accès à ses secrets. C'est de l'applicatif qui est capable d'aller consommer ses secrets. Donc c'est une application qui s'exécute ou c'est une machine virtuelle qui aura la permission d'aller exécuter les secrets, mais ce n'est pas un humain. Alors, on peut stocker dans Azure Key Vault deux types de choses. Des clés, donc des paires de clés de type RSA. Ouais. Et donc là, le Azure Key Vault va se comporter comme une carte à puce ou un TPM. C'est-à-dire que c'est lui qui génère la paire de clés et il va nous donner la clé publique, la clé publique. D'accord ? Et donc la clé privée restera dans le Key Vault, elle n'en sortira jamais. Et par contre, on pourra l'utiliser. Si on a le droit de l'utiliser, on pourra lui demander de signer, de chiffrer quelque chose avec sa clé privée. On peut utiliser également pour faire du wrap ou de l'unwrap de key, c'est-à-dire utiliser des key encryption keys, des clés pour chiffrer. Et là, effectivement, c'est un deuxième usage, en plus de chiffrer et déchiffrer. Donc on va utiliser la clé privée pour protéger une clé de chiffrement, par exemple. Oui, par exemple. Exactement. Donc ça, c'est pour les paires de clés, les clés purement et simplement. Le deuxième type d'objet qu'on peut stocker dans Azure Key Vault, qu'on peut protéger par Azure Key Vault, c'est des secrets. Et un secret, c'est quoi ? C'est un bloc d'octets de maximum 25 kilooctets. Donc c'est n'importe quel bloc de moins de 25K. Donc ça peut être un mot de passe, une clé de compte de stockage Azure, ça peut être un point PFX qui contient une clé privée de certificat, ça peut être une clé SSH, ça peut être beaucoup de choses. Du moment que ça reste dans les 25K. Donc c'est pas énorme 25K, mais bon, on est dans un cadre de gestion de secrets. Point important, on ne peut pas extraire ce qui est dans les vaults, nous Microsoft. C'est-à-dire que les clés qui sont à l'intérieur, générées, etc., nous on ne sait pas les sortir en tant que tel. Non. Effectivement, on ne peut pas afficher ni extraire
les clés. Les applications n'ont jamais un accès direct aux clés, mais c'est uniquement dans le cas des clés privées, dans le cas des clés. Dans le cas des secrets, l'application aura accès aux secrets puisqu'elle va l'utiliser. Par exemple, c'est un mot de passe, c'est une clé, un PFX, etc. Ça permet également d'automatiser des process un petit peu compliqués d'un point de vue sécurité. Par exemple, la gestion des certificats dans les machines virtuelles qui ont besoin de certificats. Par exemple, les serveurs web. On va pouvoir automatiser le fait que la clé privée du serveur web se trouve dans l'Azure Key Vault et le serveur web va récupérer la clé dans l'Azure Key Vault pour installer son certificat en local. L'Azure Key Vault peut être également utilisé pour inscrire et renouveler automatiquement des certificats gérés par des autorités tierces. Alors certaines autorités tierces, comme DigiCert, GlobalSign et VoSign, ont été prises en compte et permettent à Azure Key Vault de gérer directement des certificats chez eux. Donc là, on délègue à Azure Key Vault la gestion complète du certificat, de son renouvellement, de sa requête, etc., vis-à-vis du fournisseur de certificats, comme nos amis de DigiCert. Une option également intéressante dans le cas où on a un besoin encore plus fort de sécurité, c'est l'utilisation de HSM matériel, validé et conforme aux normes qui vont bien, aux normes FIPS, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir déployer, dans le cas où on va utiliser l'option Premium de Azure Key Vault, des HSM matériels. Donc là, on est typiquement dans le cadre qu'on connaît avec les HSM qu'on utilise sur site. Avec une petite différence, oui. Ce sont des HSM mutualisés, ils sont dans le cloud. Ce ne sont pas dédiés par client. Exactement. Par contre, le matériel, il est connu, hein, il est français. Oui, c'est du Thales. Encipher. Effectivement. Évidemment, qui dit gestion de secret dit audit. Et évidemment, une des fonctionnalités de Key Vault, c'est de permettre de façon simple la surveillance et l'audit de toute utilisation des secrets dans Azure Key Vault pour savoir qui a utilisé quoi, dans quelles circonstances, à quel moment, etc. Exemple d'usage de Azure Key Vault dans des scénarios packagés dans Azure. La gestion des secrets de chiffrement pour SQL Data Transparent Encryption, DTE, SQL Server DTE. La gestion des certificats de machines virtuelles, comme je disais tout à l'heure, par exemple avec les sites web. La gestion du secret BitLocker pour le VM Volume Encryption, donc ce qu'on appelle le Disk Encryption. BDE, BitLocker Drive Encryption. Ou BDE dans côté BitLocker. Et puis, dernier scénario auquel on peut penser, donc le client SDK, donc le SDK client qui a besoin d'accéder à des comptes de stockage et donc d'accéder aux secrets qui permettent l'accès à nos comptes de stockage. Ces secrets étant protégés dans Azure Key Vault. Alors, un point fondamental, Pascal, dans la prochaine slide, c'est vraiment le cycle de vie de la gestion des clés. Donc il faut imaginer, là on va prendre un monde utopique et théorique, mais qui serait idéal à calquer. Dans ce monde utopique et idyllique, on aurait dans l'entreprise un responsable de la sécurité. C'est le maître des clés, appelons-le Passepartout. Passepartout, en fait, c'est lui qui est en charge de créer le coffre dans Azure, le Azure Key Vault. Et Passepartout va mettre dans ce coffre des clés et des secrets. Donc on a vu les clés, les clés cryptographiques, les secrets, des chaînes longues, etc. Et c'est Passepartout, c'est le responsable de la sécurité qui va accorder des permissions à des applications données pour faire des opérations spécifiques. Donc si c'est des clés, je peux dire j'autorise cette application à signer avec la clé ou à déchiffrer avec la clé. D'accord ? Et je peux également autoriser certains éléments d'Azure à faire des opérations qui vont faire appel à des secrets. Et là, c'est Passepartout qui le définit. Et Passepartout, comme c'est quelqu'un qui est sérieux, il va activer en fait la journalisation de tout ce qui se passe sur le Key Vault. Dans un monde idéal, Pascal, on aurait un développeur et un administrateur, un développeur ou un administrateur IT, qui, quand c'est un développeur, il déploie une application, mais il ne code rien en dur, il ne met pas de secret dans son application. Il met une référence à un secret. Donc en gros, c'est une URL qui correspond à l'URL du Vault avec le nom du secret. Donc il fait une référence dedans, mais il ne connaît pas en fait le secret. Le secret, en fait, la valeur du secret, c'est Passepartout qui l'a mise. D'accord ? Par contre, le développeur peut dire, moi, le secret, il est là-bas. J'ai le chemin pour y aller. Donc l'application,
Passepartout a donné le droit à l'application d'aller chercher elle-même le secret. Donc le développeur ne le connaît pas. Ramené à l'échelle d'un IT, et on va prendre un exemple simple, l'IT veut déployer une nouvelle machine virtuelle, on va dire Windows. On va lui donner le droit à l'IT de déployer la machine virtuelle sans pour autant connaître le mot de passe administrateur. Et c'est quand il va déployer son modèle de machine virtuelle que lors du déploiement via un modèle JSON ARM, que la fabrique Azure, qui est la partie programmatique, va avoir le droit d'aller dans le key vault et de chercher en fait le mot de passe qui est le secret. Donc ça veut dire que l'humain, le but du key vault, c'est que l'humain n'ait pas accès aux informations sensibles. Enfin, l'humain qui est celui qui va déployer ou qui va faire l'application, pour faire simple. Le seul qui connaît ces choses-là, c'est Passepartout. C'est le responsable de sécurité. Et dans un monde idéal, Pascal, Il y a un troisième personnage. voilà, qui serait une auditrice, parce qu'il n'y a pas que des hommes dans l'informatique. Et cette auditrice, en fait, eh bien, elle passerait en revue et elle surveillerait l'accès à ces clés. Parce que finalement, Passepartout a activé le fait de faire la journalisation. Et Passepartout n'est pas à la fois celui qui met et celui qui surveille. On surveille par un tiers. Là encore, j'exagère un petit peu en disant que c'est dans un monde idéal, mais dans les grosses organisations, c'est en général ce qui se fait. Il y a vraiment des rôles qui sont bien séparés et tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de privilèges. Dans un monde idéal, l'auditeur, effectivement, l'auditrice, passe en revue les journaux d'utilisation et fait matcher, vérifie que l'utilisation des secrets telle qu'elle est prévue par la politique de sécurité d'entreprise est conforme à ce qui est fait dans la réalité. Ça, c'est ce monde idéal. Et c'est très important alors, là encore, je l'exagère toujours un petit peu, mais de bien matérialiser ces trois rôles, parce que ces trois rôles, en fait, correspondent à trois personnes différentes, normalement, qui vont agir et qui, du coup, ne voient pas forcément les mêmes interfaces. Souvent, on a tendance à dire, mais je ne comprends pas, le key vault, je mets des secrets dedans. En fait, le secret, je le connais, le mot de passe, c'est moi qui l'ai mis, c'est moi qui vais déployer la VM. Mais là, c'est quand on ne fait pas une separation of duty, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas les rôles. C'est-à-dire que l'administrateur, le développeur ou l'IT qui va déployer l'application ou la machine virtuelle, c'est également celui qui a créé le key vault. Donc du coup, c'est les deux mêmes rôles. Du coup, on comprend un peu mal l'usage de ça. On se dit, bah oui, mais le secret, moi, je le connais. L'idée, c'est vraiment de séparer tout ça. Voilà. Donc si le développeur ne connaît pas le mot de passe ou la chaîne de connexion, par exemple, à la base de données ou au compte de stockage, il en fait juste une référence dans son code. Son code, s'il est synchronisé sur un GitHub ou autre, c'est pas grave, parce que c'est une référence, en fait, et il faut que l'application ait le droit d'aller chercher ce code. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, c'est tout à fait, tout à fait. Il y a d'autres scénarios de type automatisation. Par exemple, si on se place dans une chaîne de CI/CD, on peut avoir des process qui sont automatisés et qui ont besoin d'aller déployer des choses, par exemple. Voilà. Et donc d'aller récupérer des secrets dans l'Azure Key Vault pour définir le mot de passe à une VM ou ce genre de choses-là. Là, c'est l'outil de CI/CD, en l'occurrence chez nous ça va être VSTS, qui aura le secret, le mot de passe en fait du compte de service du SPN qui a accès au Key Vault, et ce mot de passe ne va pas sortir de là. Donc il ne va pas être sur les machines, sur les agents qui vont exécuter ces scripts-là. L'idée, c'est effectivement, les secrets ne sont jamais codés dans l'application ou dans la VM. Voilà. Exactement, donc deux façons de gérer Azure Key Vault et de définir nos secrets qui sont à l'intérieur, nos secrets et nos clés. Donc en ligne de commande avec PowerShell ou Azure CLI. Oui. Et puis le portail, évidemment, le portail graphique, le portail d'Azure, dans lequel on peut directement gérer nos secrets. Donc là, en l'occurrence, on voit des secrets, donc deux secrets, ma clé SSH et mon mot de passe VM, dont les intitulés sont assez clairs pour voir de quoi il s'agit. On voit que juste à côté, il y a l'option des clés. Donc ce sont deux choses différentes, hein, les clés et les secrets. À côté de ça, on voit les politiques d'accès, etc. Donc là, on est par exemple sur la clé SSH, qui sont versionnées. Donc c'est important, ça également, chaque secret est versionné. On peut faire des rotations on peut faire des rotations. Ouais. On peut dans l'URL spécifier la version à laquelle on veut accéder. Et on peut donner des dates sur les secrets, dire des dates d'utilisation des secrets. Vous donnez par exemple, vous demandez à des IT de déployer un certain nombre d'environnements virtuels pendant le mois de février 2018. Vous pouvez dire, ce sera valable du début du mois à fin de mois, et pas après. Exactement, c'est ce qu'on voit ici, et également des tags. Exactement, parce que quand on aime bien taguer, on tag. du coup c'est intéressant là encore de mettre des tags sur ces secrets, parce que quand on fera une recherche après par tag, etc., on aura une vue globale en fait de l'ensemble des briques d'Azure, des petits bouts qui sont utilisés partout pour cette application.
Donc en PowerShell, ça ressemble à ceci. Donc là, on est en train de créer un nouveau déploiement, donc de déployer un template qui s'appelle Azure Deploy VM SSH Vault.json avec un fichier de paramètres. Alors ça, c'est Donc très là, important, parce qu'en fait, on a dit, hein, l'humain ne peut pas le faire, donc ce sera fait de manière programmatique. Pour déployer de manière programmatique une VM, il te faut un template JSON ou un template Terraform. Donc là, c'est du JSON. Donc le JSON, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu fais un déploiement RM? Toi, IT, tu prends tes fichiers, JSON et parameters.json, tu les envoies à la fabrique Azure les prend, et c'est elle qui fait le déploiement, c'est pas toi. Toi, tu envoies juste à la fabrique les deux fichiers. Donc ça veut dire que dans cet usage-là, le secret qui est le mot de passe ou la clé SSH ici, hein, c'est la fabrique d'Azure qui a besoin d'y accéder, c'est pas toi humain. Donc dans les propriétés du key vault, on donnera le droit à la fabrique d'Azure de venir chercher cette information pour faire son déploiement. Et là, on est vraiment dans l'exemple typique de tout à l'heure, là où l'IT ou le DevOps qui déploie sa VM, en fait, il n'a aucune idée de la clé SSH, parce qu'en fait, il a juste un fichier, deux fichiers, un JSON et un parameters.json. Et c'est dans le parameters.json que tu vas nous montrer juste après, qu'on verra effectivement qu'il y a la référence au secret. donc là, on est dans le template. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le template? On trouve un paramètre. Là, on est dans les paramètres, effectivement. Et il y a un paramètre, Qui demande une string, une clé SSH, ouais, c'est celui-ci, hein, le metadata? Ouais, exactement. Non, c'est une public key file, la string. Non, mais c'est bien ça. C'est la clé SSH ici qui va demander. Et ça, en fait, tu vas pas la donner, en fait. Tu vas le mettre dans le fichier suivant, qui est le parameters.json. Et dans le parameters.json, ici, il y a quelque chose qui s'appelle SSH key data. Excuse-moi, c'était dans le paramètre suivant, voilà. SSH data. Voilà, on lui donne une référence pour lui dire, ben voilà, ça se trouve dans quel key vault, et voilà le secret, le nom du secret que je vais récupérer dans le key vault. Voilà. Donc ensuite, il faut que le SPN qui va exécuter ce template ait le droit d'accéder à cette clé, à ce secret dans le key vault. Sauf qu'ici, c'est pas un SPN, parce qu'ici, on est dans le cas d'un C'est la fichier fabrique. JSON. Et donc, c'est la fabrique. Le fait de faire la commande new deployment, enfin, le déploiement de nouveaux fichiers JSON, tel que tu l'as montré tout à l'heure, la fabrique, en fait, et la partie programmatique, en fait, qui aura le droit de le faire. Ok. C'est cool, hein? Azure Key Vault. Donc, en gros, Super cool. à retenir, tout ce qui est quelque chose de secret, une chaîne de caractères, vous le stockez dans le key vault. Tout ce qui est, on va dire, une clé cryptographique, vous le stockez dans le key vault. Et après, on fait des références, tout simplement. Bon, ensuite, il y a d'autres techniques dans les templates JSON à base de paramètres de type secure string, à base de protection des paramètres, etc. Mais le circuit string en tant que qu'on tel peut ne rajouter. protège pas tout ça, en fait. Exactement. Allez. Sujet suivant, donc Azure Security Center. C'est le gros morceau c'est le produit de sécurité le plus intéressant dans Azure. Je sais que c'est ton petit dada et que tu adores y passer du temps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Azure Security Center? On peut déjà gérer l'ensemble de nos ressources qui sont hébergées dans Azure, mais également on peut surveiller des ressources qui sont en dehors d'Azure, puisqu'on peut installer des agents sur des ressources qui sont par exemple sur site, dans nos environnements sur site. On va pouvoir donc auditer l'état courant, l'état de sécurité, de vulnérabilité courant de nos infrastructures, de nos ressources. On va pouvoir définir des stratégies pour dire, ben voilà, moi je décide de me focaliser ma surveillance, ma supervision de sécurité sur tels et tels aspects de mes ressources. On va pouvoir faire des déploiements, donc réagir à des problèmes de sécurité en déployant des solutions complémentaires de sécurité, par exemple concernant nos partenaires qu'on voit cités en bas à droite de cette slide. Par exemple, s'il nous manque un Next Generation Firewall devant une application, ben on va pouvoir dire, bah, tiens, tu peux choisir parmi ces solutions-là et installer la solution qui te va bien, par exemple un checkpoint devant ton application. Identifier les menaces, faire de la réponse et récupération, donc quelles actions vont pouvoir être menées en réaction à des menaces. Donc des menaces, ce sont des risques qui se sont avérés, hein, donc des menaces qui ont eu lieu, on va voir quelques exemples. Et puis voilà, puis de l'évolution continue pour voir comment on s'améliore dans la gestion de notre sécurité. Du coup, ça ressemble à quoi? Alors, du coup, ça ressemble à quoi? Donc on le montre plutôt dans le slide ou plutôt en live? Écoute, je te propose, c'est que je vais basculer sur ma plateforme de démonstration, hein,
Et je te laisse un petit peu me guider hein, dans les interfaces et ou commenter ou me poser des questions. Donc commençons par le tableau de bord. Voilà. Donc on l'a accédé ici depuis la zone qui s'appelle Security Center. Security Center. Donc Security Center, c'est quelque chose qu'on active et qui a un niveau gratuit par défaut et un niveau payant si on souhaite des fonctionnalités supplémentaires. Donc qu'est-ce qu'on voit dans notre tableau de bord? On retrouve déjà les grands composants classiques, hein, compute, réseau, stockage. Donc là, on parle d'infrastructure. J'ai envie de dire, on est bien. On voit quels sont les... Ah, intéressant, ça tient. On va aller voir tout à l'heure. On voit des recommandations, on voit des alertes et des incidents quand il y en a. Et puis, on a globalement un résumé de tous les événements liés à la sécurité qui ont eu lieu dans la dernière semaine. Donc, on voit finalement, c'est une sorte de gros tableau de bord avec des indicateurs qui disent en gros, vert, tout est cool. Bleu, c'est cool aussi. Orange, ça mérite un petit peu de regarder. Et quand il y a du rouge, là, ça mérite beaucoup plus de regarder. Donc, on nous a souvent demandé... Donc hein, là, effectivement, on est là sur ce qu'on appelle la prévention dans le tableau de bord. Et c'est l'état de sécurité en fait, de nos ressources, de notre infrastructure. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention pour améliorer le niveau de sécurité. En dessous, on voit qu'il y a une partie détection, donc qui concerne des alertes, on verra après. Ouais. Donc les alertes qui ont été levées par l'environnement. Et puis tout en haut, on voit un résumé de l'ensemble. Voilà. Et puis là, on a un peu plus de détails ici. Et pas mal de petites choses assez intéressantes. Alors si on commence, en fait, on va partir sur la partie prévention. Peut-être. Donc là, on voit ici que, alors globalement, sur le stockage, c'est bien. Alors si je cliquais sur le stockage, là, le stockage, il englobe pas mal de choses. Il englobe à la fois les comptes de stockage et les bases de données de type SQL Database. Donc là, il est en train de me cruncher un petit peu la donnée. Et puis il me dit, bah, écoute, il n'y a pas de recommandation particulière sur la partie SQL, tout va bien. Et sur tes 34 comptes de stockage, tout va bien également. Ça me rassure, je connais encore un petit peu ce que je fais. Donc là, j'ai tous mes comptes de stockage et tout va bien. Et au passage, on voit que tous mes comptes de stockage sont au vert. C'est-à-dire que l'encryption at rest a été activée. Ce qui est plutôt bon signe et ce qui est normal. En fait, on a activé par défaut cette fonctionnalité à partir de septembre 2017. Donc c'est normal que tout soit au vert. Le réseau ici, par contre, j'ai un petit peu d'orange. Et là, du coup, j'ai des recommandations qui vont concerner des choses que tu affectionnes. Hop là, non, décidément. Donc tout ce qui est Network et Security Group. Donc là, on voit par exemple que j'ai 4 subnets sur lesquels j'ai pas de NSG. Pas de NSG, du coup, ça veut dire potentiellement tout est un peu ouvert au vent. Rappelons qu'on peut mettre des NSG au niveau des subnets et au niveau des cartes réseau. Exactement. Donc là, peut-être qu'il se plaint du fait que ça n'a été fait qu'au niveau des cartes réseau, peut-être. Ouais, ou pas du tout qu'il y en ait en fait. Voilà. Pas du tout. Et là, si on descend un petit peu, bah, après j'ai du détail. On me dit par exemple, bah là, c'est toutes ces machines-là, t'as pas de NSG. Voilà, c'est simple. Donc là, c'est rouge. Ce serait quand même bien que j'aille le faire. Ce serait bien que j'aille le faire, vraiment. Je le ferai plus tard. Là, j'ai un petit peu d'orange. Là, l'orange, il me dit, bah, c'est bien, tu as du NSG, mais... Non, pardon, tu n'as pas de NSG, mais par contre, tu as un firewall Next Generation. Donc là ça va ici, dans cet exemple, pas de souci. Et puis voilà, j'ai un petit peu de détails après, donc du vert, du rouge, du orange. Le but, c'est de nettoyer un petit peu tout ça. Là, on voit par exemple ici que sur Dublin, j'ai un subnet où j'ai bien un NSG, tout va bien, mais j'en ai pas ici bien configuré sur le premier. Donc ça permet, là, l'idée encore, toujours, c'est de mettre le maximum de choses au vert. Voilà, exactement. Alors sur la partie computer, là déjà c'est moins terrible. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un zoom qui ne marche pas du tout car ma souris n'a pas de molette et c'est absolument terrible. Voilà. Donc on voit qu'il y a 10 machines sur 26 qui n'ont pas d'agent de monitoring ou qui ont des problèmes d'agent de monitoring. Peut-être que l'agent n'a pas été installé, du coup elle ne remonte pas d'informations ou pas assez pour que Azure Security puisse en utiliser. Ici, on s'aperçoit que il y a 7 machines sur 34 qui n'ont pas d'antivirus, de solution anti-malware. On voit que là, il y a 3 machines sur lesquelles il manque des mises à jour. Que 4 machines n'ont pas de disque chiffré. Et que certaines machines n'ont jamais été analysées par un outil de vulnérabilité. D'accord ? Ok. Donc, on va prendre un cas simple. Ici, j'ai des machines qui disent Donc, je vois ici le détail de mes 7 machines. Et là, on me dit voilà, sur des machines qui sont dans Azure, tu en as 5 sur 26 qui n'ont pas d'antivirus. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit tu n'as pas d'antivirus sur 2 ordinateurs sur 8 qui ne sont pas dans Azure.
Azure Security Center, c'est une solution hybride. On n'est pas obligé de Ouais. monitorer, de remonter dans ce portail que des machines qui sont dans Azure. Donc ici, par exemple, si on regarde un peu le détail de mes antivirus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai du System Center Endpoint Protection, ça c'est ma machine sur site. On voit que j'ai du YAS Anti-Malware, et on voit que j'ai un Windows Defender. Pas d'où il vient lui. C'est une machine Windows 10, probablement que j'ai dû... oui, c'est une machine Windows 10 que j'ai fait tourner. Donc là, on a vraiment un parc, un petit peu un spectre de tout ça. On voit que la plupart de mes protections antivirales sont plutôt en bonne santé, et qu'on n'a pas eu de malware détecté, ni de machine spécialement attaquée, en tout cas remontée par ces solutions-là. Alors ce qui m'intéresse plus, c'est que là j'ai une machine ici qui dit qu'elle est attaquée. Il écrit la most attaquée de ressources avec une alerte. Je suis étonné, mais quoique. Ah, intéressant. On voit ici que cette machine-là, Donc là, on est dans les alertes. Hein, on est dans les alertes. Dans le côté de détection des alertes. Voilà, cette machine était donc Stan VS 2017, c'était une machine avec un Visual Studio 2017. Ouais. Que j'ai dû démarrer. Je ne l'ai pas patché plus que ça, hein. Enfin elle était patchée parce que l'image était patchée, mais elle était accessible directement en RDP depuis Internet. 24 heures sur 24. Et là, en fait, le 13, non, même du 12, on va dire, au 13, quelque part par là, le 13 pour être précis, on a une alerte qui s'appelle donc une attaque brute force RDP qui a échoué. Donc il y a eu un essai, c'est pas non plus, pas non plus la mort. Alors j'ai plus de détails, hein. Chaque fois que je clique, j'ai le détail sur quelle est la machine, quand ça a été détecté. Et là, j'ai, voilà. Et donc là, elle me dit, voilà, elle a été attaquée depuis l'adresse IP machin. Et il y a eu 141 tentatives dessus. Donc là, je sais en fait que derrière ici, j'ai une machine virtuelle qui a été attaquée parce qu'elle a été exposée sur le port RDP, donc le port terminal serveur. Oui. Je sais quand ça s'est passé, je sais quelle est l'adresse IP source, que je pourrais déjà d'ailleurs bloquer par un SG si je voulais, mais que ça a peu d'intérêt. Ça a été détecté par nous. Tu vois, on pourrait avoir d'autres solutions qui crunchent les données en plus de celles de Microsoft. Donc là, ça a été détecté vraiment par Microsoft sur la machine virtuelle. Quand on a eu le début de l'alerte, et là, on voit qu'effectivement, il a testé 47 comptes utilisateurs sur cette machine. Donc le traditionnel robot qui dit salut, admin, administrateur, machin, etc. Voilà. On pourrait aller plus loin encore, aller dans la partie Investigate. Ici sera, je pense, assez peu d'intérêt. Le Investigate, il devient intéressant quand on a une tentative, il y a eu une attaque, et on voit qu'il y a eu, l'attaque a fini par réussir. Oui. Donc ça veut dire que potentiellement, suite à l'attaque, il y a eu en fait une invasion et une progression vers d'autres systèmes. Et c'est là en fait où la partie investigation permet de dire cette machine après cette attaque a fait telle opération vers tel système. Donc ici là il n'y a pas grand chose qui se passe. T'as pas un exemple? Non, J'en ai pas non plus. Parce qu'il y avait un cas intéressant. Oui, le cas intéressant est quand on a plusieurs alertes élémentaires en fait qui peuvent se regrouper, que le système va regrouper en une attaque sur laquelle on va pouvoir investiguer effectivement. Exactement. Là ce qui est intéressant c'est que suite à cette attaque on me donne en fait des éléments de remédiation, de correction. On me dit ce que tu peux faire, c'est renforcer des mots de passe forts et de ne pas les réutiliser partout. Ouais, oui, jusqu'à là ça va, j'étais bien. Dans le cas où c'est une machine virtuelle Azure et que tu as la source IP, tu peux rajouter la source IP dans les blocs NSG pour 24 heures. Donc là tu as le détail, tu as la petite fiche qui t'explique. Et là ensuite il dit si c'est une machine virtuelle, tu peux également dans tes NSG dire tes NSG limite les adresses IP qui ont le droit de se connecter en RDP sur ta machine. D'accord? Et sinon, il y a encore mieux. Il y a une nouvelle solution qui s'appelle le JIT, JIT VM Access Mechanism. Et là, je te propose de nous expliquer ce que c'est que le JIT. Alors, je crois qu'on a un petit slide avant qui reprenait cette fameuse attaque RDP, brute force. Hop. Simplement, je voudrais montrer dans un portail ce que ça peut donner quand on a pas mal d'attaques assez variées et intantes. Comme là, c'est la fête à la maison. Là. Comme une injection SQL potentielle contre voilà. Ici, un binaire système qui a été modifié dans un dump, je ne sais pas où. Une attaque brute force RDP qui a marché, qui a fonctionné, etc., etc. Je ne vois pas de choses qui ont été regroupées en une attaque complète. On remarque que les sources ici, donc là tu as du Microsoft détecté par Microsoft, mais redescend légèrement. On va voir qu'il y a d'autres partenaires. Je vois ici un Deep Security Agent et on voit ici un F5, un Big IP, un Web Application Firewall de F5 qui a également détecté ça. Alors cliquons. Donc c'était un Next Generation Firewall. Et là, par rapport à cette ressource qui était attaquée, il a vu effectivement ce qui s'était passé. La machine virtuelle.
effectivement, plus d'infos. il ne dit pas grand-chose. Et voilà, effectivement, on peut fouiller un petit peu. Donc, exemple assez personnel qui m'a un petit peu fait mal le jour où ça m'est arrivé. Alors, raconte-nous une belle histoire, Pascal, parce que je sais que c'est une belle histoire et qu'elle s'est bien finie. C'est une petite histoire pas trop grave, heureusement. C'est une machine Linux que j'avais qui hébergeait en fait une infrastructure de containers, donc une machine voilà, avec un cluster de containers. Et un des masters de ce cluster, un jour m'a provoqué quelques petites sueurs froides. En fait, comment ça s'est passé? Dans Azure Security Center, un jour, j'ai trouvé ceci, donc une alerte qui me disait, dans le message était Suspicious Outgoing SSH Network Activity. Donc une activité réseau SSH sortante suspecte. Donc c'est un petit peu louche quand on voit ça, on se dit que les connexions SSH en fait elles sont rentrantes normalement, c'est moi qui me connecte à ces VM, normalement elles n'ont pas à sortir vers Internet, c'est peut-être pas très malin quoi. Et en fait en dessous on voit également Possible Outgoing Denial of Service Attack Detected, c'est-à-dire des attaques en déni de service qui provenaient de cette VM vers Internet. Donc la VM avait été en fait compromise et commençait à faire des attaques en déni de service sur SSH vers l'extérieur. Ce qui t'a généré un léger surcoût de facture. Qui m'a généré pas mal d'argent, oui, en termes de trafic sortant. Ouais, alors c'était 300 et quelques euros, si je dis pas de bêtises. Ah, tu as une très bonne mémoire, Très bonne mémoire, et plus exactement, c'est 11 Tera de données qui sont parties de ta VM et qui ont généré ces 350, 300 euros de petits suppléments. Zut. C'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. Voilà. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir des solutions comme Security Center, de binder également sur les alertes, déjà d'aller voir les alertes, et d'associer un peu d'automation qui va vous faire les emails et tout ce qui va bien derrière. Ce qui est aussi intéressant, c'est la cause de ça. La cause, c'est que tu avais une machine RDP, une machine SSH qui était toujours ouverte sur Internet. Et c'est surtout que j'avais une machine Linux qui n'était pas patchée. Du coup, et donc une machine pas patchée, eh bien, elle se fait attaquer assez rapidement. J'avais dû la laisser peut-être 2 mois comme ça, tourner sans patch. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Comme il y a une vulnérabilité qui a probablement été trouvée à l'époque sur SSH, qui était ouvert chez toi, et ben ils sont passés par SSH, probablement. Ou un autre service, parce que je n'avais pas mis de NSG, enfin j'avais rien mis quoi. Ah oui. Donc, tout était ouvert. En mode crado, quoi. C'était oui, voilà, en mode crado. Ça c'était avant, Pascal. C'était avant. On n'en parle plus. Parce que maintenant, du coup, on a un truc assez intéressant dans le Security Center qui va du coup gérer cette problématique des scénarios de brute force, c'est-à-dire de tentative en mode brutal de passer soit du RDP, soit du SSH. Exactement. Donc l'idée c'est le Just-in-Time VM Access. Donc l'idée c'est de ouvrir en fait la capacité à se connecter en SSH ou RDP à des VM internes dans Azure uniquement pour le temps dont on en a besoin. Comment ça va se faire? Ça va se faire avec les NSG. Et donc on va configurer automatiquement le NSG juste pendant le temps où on en a besoin. Pour les VM en mode ARM, évidemment, il n'était pas utile de le préciser. Donc l'idée, c'est de configurer cette fonctionnalité sur les VM que l'on souhaite. Donc par défaut, dans l'état par défaut de ces VM, le NSG fermera, enfin plutôt les ports 3389 pour Windows et 22 pour les machines Linux ne seront pas ouverts. Donc on n'aura pas accès à une session interactive sur la VM. On permettra à certains utilisateurs de demander l'accès ou de s'ouvrir l'accès à ces machines virtuelles. Lors de la demande, il faudra spécifier un temps pendant lequel on devra demander l'accès. Et à ce moment-là, automatiquement, le système va ouvrir le NSG qui vont bien pour donner l'accès aux utilisateurs. Je crois que c'est une option qui est payante, c'est-à-dire qu'on a on passe dans le SKU dit Premium, hein, le meilleur, c'est-à-dire celui qu'il faut payer un petit peu, et qui rajoute cette fonctionnalité-là. Au niveau de Security Center, oui. Exactement. Et cette fonctionnalité rajoute une deuxième fonctionnalité. Vas-y, fais l'écran suivant. Voilà. Donc là, on a l'exemple ici de qu'est-ce que va ouvrir comme port tel VM. Voilà. Donc là, on voit l'ensemble des VM sur lesquels il nous recommande d'activer le Just-in-Time VM Access. Et à côté, par exemple, pour la VM qu'on a sélectionnée, les ports qui nous recommandent d'activer. Voilà.
On peut en avoir plusieurs. Je crois que la capture d'écran suivante doit montrer ça, si je dis pas de bêtises. Escape. Voilà. On peut rajouter ici, en fait, dans cette interface, dire je veux ouvrir tel port en lui donnant un petit nom. Est-ce que c'est du TCP ou de l'UDP? Est-ce que je veux l'autoriser, la source, par des demandes de requête ou par des CDR? Et j'ai mes plages d'adresse et puis mon temps sur lequel le port va rester ouvert. Donc c'est une solution simple, hein, mais néanmoins élégante pour limiter le risque. On est vraiment dans la limitation du risque par rapport à effectivement des ports qui peuvent être ouverts et potentiellement exploités. La beauté de la chose dans Azure, c'est qu'on peut, dans Azure Security Center, c'est qu'on peut également rajouter des ordinateurs qui ne font pas partie d'Azure. Donc ils sont hébergés soit dans votre infrastructure sur site, soit chez un autre fournisseur de cloud. Et du coup, on va profiter finalement de ces interfaces pour d'avoir en fait une vue unifiée finalement de la sécurité entre les systèmes Azure et les systèmes non Azure. Donc, si je reprends ici par exemple mes ordinateurs, donc tout à l'heure on avait la petite liste de tout ce qui allait pas mal. Si je vais sur VM et computer ici, qu'est-ce que je vois? Hop, voilà. Chiant ce zoom. Et bien ici, toutes les petites machines qui sont avec un petit moniteur bleu sont des machines virtuelles qui sont dans Azure. Donc là ici, il y en a qui sont non monitorées, vous voyez, donc j'ai pas d'informations où c'est rouge. Et celles qui sont en violette proviennent en fait d'un système sur site. Elles sont hébergées sur un hyperviseur, ça pourrait être X, Y ou Z. Donc ce sont des VM qui sont sur site et pourtant on les voit apparaître dans le dashboard global. Désolé pour le... Hop, voilà. Donc elles sont monitorées, on est capable de voir leur état système, est-ce qu'elles ont ou pas un endpoint protection, donc un antivirus, est-ce qu'elles ont été scannées en termes de vulnérabilité, est-ce que leur disque est chiffré ou pas. Voilà. Donc du coup on a une vue qui devient consolidée, ce qui est plutôt assez intéressant. Alors après quand on a beaucoup d'ordinateurs, on peut filtrer tout ça, bien entendu. Alors autre élément qui fait partie de ce qu'on appelle de l'Advanced Security, c'est-à-dire la partie entre guillemets payante d'Azure. Donc pour les ordinateurs qui sont non dans Azure, c'est un coût par ordinateur et par mois, on est sur une quinzaine de dollars par mois. Et donc cette version premium standard, pardon. Donc il y a la basique, celle qui est gratuite, et la standard qui est payante. La payante donc, apporte la sécurité hybride que je viens de vous montrer, apporte également le JIT, donc le Just-in-Time VM Access, dont tu nous as parlé Pascal. Nous apporte également l'Advanced Threat Detection, donc là en fait c'est des algorithmes et des scans qui sont faits régulièrement pour voir effectivement s'il y a des choses à améliorer dans la sécurité. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'Adaptative Application Control. Est-ce que Pascal, tu te souviens de quand nous étions jeunes et que nous parlions de Windows Server 2012, alors 2012 certainement, peut-être 2008 R2 même d'ailleurs, 2008 R2 oui, d'une fonction qui s'appelait App Locker. Oui, tout à fait, oui. App Locker permettait de faire des listes blanches et des listes noires d'applications, ce qui avait le droit ou pas d'être exécuté sur un environnement Windows. D'accord? Et bien en fait, Adaptative Application Control, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous définissez vos machines virtuelles. Donc là, j'en ai pas ici. Hein. Donc, vous prenez vos machines virtuelles et puis vous les scannez et vous dites, là maintenant, je veux que sur cette machine virtuelle, il n'y ait que des applications signées par Microsoft ou telle application qui a le droit de s'exécuter et toutes les autres n'ont pas le droit de le faire. Techniquement, derrière, en fait, c'est de l'APP Locker qui va être instancié pour vous et qui va empêcher effectivement qu'une application tierce qui serait injectée par téléchargement malicieux sur votre serveur puisse être exécutée, par exemple. Donc ça permet en fait de contrôler vraiment les environnements et ce qui s'exécute sur ces environnements. Et ça fait partie effectivement du SKU standard qui lui effectivement est payant. Voilà. Dernière chose, on a parlé de détection, on n'a pas parlé trop des alertes ou des custom alertes. Alors, custom alert c'est en preview. Mais effectivement, on peut, donc là j'ai une seule alerte ici, mais j'aurais pu générer des choses de manière automatique. Et ça c'est nouveau les custom alerts, je ne les ai pas encore regardés, donc on va les découvrir ensemble. Et c'est la beauté du cloud de pouvoir découvrir tous les jours des nouvelles choses. Donc ici, si je veux faire une nouvelle alerte custom, je vais définir mon alerte, le niveau de sévérité, qu'est-ce qu'on surveille, et quels sont les éléments qui vont déclencher une alerte. Donc là, après, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut déclencher. Et puis, là encore, on a de l'automation ici, qui peut être fait. Donc on peut appeler des playbooks suite à une alerte, par exemple, pour, par exemple, générer plein de choses, ou refermer des portes en cas d'urgence. Voilà, pas mal de petites choses. Voilà. Au moins prévenir les admins et puis
Exactement. Dernière chose, tout à l'heure, ici, on retrouve dans Azure Security Center une notion sur la partie identité et accès. En fait, ici, on retrouve les workspaces de Logs Analytics qui vont en fait nous rebondir dans le portail OMS où on avait vu en fait tout à l'heure dans la vidéo surveillance les moniteurs qui disaient il y a eu tant d'accès qui ont été faits sur tel abonnement Azure. Voilà. Donc les deux sont vraiment assez liés. À terme, la partie vraiment sécuritaire qui est dans Azure Logs Analytics va descendre et va revenir dans cette interface. Ça, c'est la destination future de toute la partie sécurité pour enfin regrouper dans un même univers, même outil, l'ensemble des éléments liés à la sécurité. Donc en synthèse, Azure Security Center nous permet de centraliser les informations soit de nos infrastructures dans Azure, soit de nos infrastructures sur site, ou les deux en même temps, hein, évidemment. D'en faire une analyse globale de la sécurité en utilisant les technologies du cloud. Donc par exemple, on n'a pas montré cet aspect-là, mais en fait, on va utiliser des technologies de type machine learning, deep learning, etc., pour faire une analyse du risque, une analyse des vulnérabilités dans à partir, par exemple, de nos schémas d'attaque. On a vu cette fonctionnalité très intéressante qui est le Just-in-Time VM Access, très basique, hein, mais très pratique, pour nous prémunir des attaques brute force sur nos points d'entrée interactifs de nos machines virtuelles. Et puis, cette fameuse whitelisting d'applications sur nos machines virtuelles également. Azure Key Vault, la solution fondamentale dans Azure pour gérer nos secrets et nos clés, avec cette fameuse séparation des rôles entre l'administrateur du Key Vault, le développeur, l'admin, et puis l'auditeur ou auditrice qui va regarder les logs, avec ce SKU Premium qui nous permet d'utiliser carrément un matériel HSM mutualisé pour notre Key Vault. Puis enfin, Azure Advisor, c'est une petite solution sympa pour avoir déjà une première base de conseils et de recommandations sur nos infrastructures dans Azure. Ouais, c'est un petit outil, on n'est pas entré dans le détail, mais en gros, il vous analyse votre configuration et il vous dit ce que vous pouvez améliorer en termes de coûts, en termes de sécurité. Alors la sécurité, en fait, il s'appuie à 100% sur Azure Security Center, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas remontré. Il va rechercher les mêmes informations et vous les liste. C'est une sorte de petit conseiller, ça ne coûte rien d'exécuter. Voilà. On vous remercie pour votre attention et à bientôt.